Ok. Voilà. Alors, je disais donc, sur les deux premières questions, hein, on s'intéresse donc à retrouver l'expression de la norme du vecteur vitesse et de l'énergie mécanique. Alors, c'est une trajectoire circulaire d'un point soumis donc, à une force qui est centrale. Hein. Donc, ça, vraiment, hein, c'est quasiment une question de cours. Donc, si on regarde un petit peu le schéma que j'ai paramétré ici, simplement à deux dimensions, hein, puisque le mouvement, il est plan. Donc, j'ai la trajectoire circulaire de mon point M hein, avec les coordonnées polaires que j'ai notées R et phi, puis la base locale associée, hein, mobile, euro, E phi. Le système, ça va être l'électron. Le proton, lui, hein, on considère qu'il est fixe et qu'il ne bouge pas. Donc ça porte un nom particulier. Hein. Donc ce modèle-là, vous en reparlerez un petit peu en deuxième année. C'est ce qu'on appelle l'approximation de Born-Oppenheimer. Hein. On a ici le proton qui est le centre attracteur, hein, qui lui ne va pas bouger. Bien. Au niveau des bilans des forces, il y a le poids qui est négligeable, on vous l'a indiqué dans l'énoncé, hein, mais ça c'est une caractéristique qu'on avait également donnée dans le chapitre sur le mouvement des particules chargées, hein, devant la force électrostatique, ici, hein, que l'on prend sous sa forme la plus générale, hein, donc QQ' sur 4pi epsilon 0 R carré euro. Ensuite, hein, il suffit d'appliquer donc la seconde loi de Newton, hein, masse fois accélération égale donc cette force électrostatique. Sachant que le mouvement il est circulaire, on peut facilement hein, réutiliser donc, les paramètres cinématiques relatifs au mouvement circulaire, sachant que le vecteur position, hein, c'est petit r euro. Il suffit de dériver deux fois ce vecteur position pour avoir accès donc, au vecteur accélération, sachant hein, que la distance petit r elle est constante compte tenu du fait que le mouvement il est circulaire. Hein. Donc on aboutit à l'expression classique du vecteur accélération dv sur dt e phi moins v carré sur r euro. Une fois qu'on a l'expression de ce vecteur accélération, on projette sur les deux axes du repère, hein, la composante radiale qui est la première relation qui est ici, et la composante orthoradiale qui est la deuxième relation. Donc la première relation hein, que j'ai appelée alpha, on remarque qu'elle permet d'avoir accès hein, eh bien, à la norme du vecteur vitesse qui est ici. Hein. Donc au passage, hein, vous remarquez qu'on retombe en fin de compte sur une expression. Vous êtes toujours là? Oui, oui. Oui. Parce que, oui, ça m'avait mis un message. Oui, je disais, donc la norme du vecteur vitesse, vous remarquez qu'on retombe sur une expression qu'on avait également établie dans le chapitre qui suit. Hein. Donc, quand on s'intéressait à une force centrale conservative newtonienne, hein, c'est le cas de la force électrostatique, on avait montré que la norme du vecteur vitesse dans le chapitre suivant, là, le 6, c'était racine de k sur mr. Hein. Donc, vous retombez en fait sur l'expression encadrée qui est ici. Hein. Bien. Donc là, vous avez la norme du vecteur vitesse. Et puis la deuxième composante, hein, qui est la composante orthoradiale, ici, hein, vous remarquez que ça permet de voir que le mouvement est uniforme, hein, puisqu'on a la norme du vecteur vitesse qui est constante. Donc là, attention, hein, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, uniforme, hein, ça veut dire norme du vecteur vitesse constante. On s'en rend bien compte avec l'expression qui est ici. Par contre, le vecteur vitesse, lui, change, puisque sa direction et son sens changent. Bien. Ça, c'est pour la norme du vecteur vitesse. En ce qui concerne l'énergie, donc l'énergie cinétique, bon, il suffit d'appliquer la formule, 1/2 de m fois la norme du vecteur vitesse au carré. Hein, on reprend l'expression du dessus, donc on aboutit à cette expression. Et puis ensuite, pour l'énergie potentielle, hein, j'ai refait le petit calcul hein, qu'on avait fait d'une part dans le chapitre 3 sur l'énergie et qu'on avait refait également dans le chapitre 6 qui suit le théorème du moment cinétique hein, pour aboutir ici à l'expression de l'énergie potentielle donc électrostatique, qui est une énergie en 1 sur R. Hein. Donc là, hein, je n'ai pas redétaillé hein, toutes les étapes du calcul, hein, mais je vous rappelle qu'on calcule le produit scalaire F scalaire D de OM hein, pour aboutir à l'expression qui est ici. Hein. Donc il faut exprimer le D de OM qui se trouve à ce niveau-là, hein, sachant que OM, on avait dit hein, juste au-dessus que c'était petit r euro. Hein, et donc si on différencie le D de OM, c'est la différentielle ici d'un produit. Hein, donc on a dr euro plus R des 2 euros. Hein. Donc, quand on calcule les deux produits scalaires, on aboutit donc à l'expression qui se trouve à ce niveau-là. Hein. Donc, si vous avez un petit doute, vous allez jeter un coup d'œil soit sur le chapitre 3, soit sur le chapitre 6, hein, le passage de là à là. Hein.
on l'avait détaillé. Hein. Bien, on a l'énergie cinétique, on a l'énergie potentielle. Il suffit ensuite de faire la somme des deux énergies pour avoir accès donc, à l'énergie mécanique qui se trouve à ce niveau-là. On va passer à la partie donc, quantique ou presque. Donc, il suffit, pour introduire la quantification, d'avoir dans un premier temps accès à la norme du moment cinétique. Donc, ici, on a affaire à un point matériel. Donc, le moment cinétique, on le calcule au niveau du point O, c'est OM vectoriel MV. On retombe sur la relation classique. Je vous ai dit, cette relation-là, il faut savoir la réécrire très rapidement, puisqu'elle revient dans tous les exercices de mécanique du point. MR carré phi point EZ. La norme, vu que le vecteur n'a qu'une composante, c'est rien d'autre que le terme qui est ici, MR carré phi point. Le vecteur vitesse, lui, il est caractérisé par la norme R phi point, puisque c'est un mouvement circulaire. Donc, il suffit de reprendre l'expression du vecteur vitesse qui se trouve à ce niveau-là. Et donc, au niveau de la norme du moment cinétique, eh bien, en éliminant donc, le phi point de cette expression, on retombe sur mr fois la norme du vecteur vitesse ici. Ce qui permet, en utilisant le troisième postulat de Bohr ici, en introduisant en particulier le nombre quantique principal petit n, eh bien, d'arriver jusqu'à l'expression de la norme du vecteur vitesse là, qui était demandée, qui permet donc de relier d'une part la norme du vecteur vitesse, le nombre quantique principal et surtout le rayon de la trajectoire correspondante, puisque dans la suite, c'est ça qui va nous intéresser surtout. Dans la question petit 4, on va montrer justement que compte tenu du fait qu'on a introduit la quantification du moment cinétique ici de l'électron, eh bien, ça va induire également une quantification sur le rayon des trajectoires. Pour cela, il suffit de mettre en relation donc, les différentes relations qu'on a déjà établies. J'ai envie de dire qu'une fois qu'on est arrivé à cette question 3, après, c'est juste une réécriture des différentes relations, mais on les a toutes quasiment, les relations. Donc pour cela, il suffit simplement de reprendre l'expression de la norme du vecteur vitesse qu'on avait établie dans la première question, en égal avec l'expression qu'on vient de montrer. Et puis ensuite, il faut réarranger un petit peu de manière à retomber sur la forme qui était proposée, savoir que le rayon, c'est égal à n carré fois une constante, c'est la constante qui se trouve à ce niveau-là. Compte tenu du fait que le rayon de la trajectoire ici, il est quantifié, autrement dit, que suivant la valeur de petit n, eh bien, il va changer. On va mettre un petit indice ici au niveau donc, du rayon. On va faire la même chose pour l'énergie ensuite, pour traduire le fait qu'on s'intéresse donc à la trajectoire circulaire ici de rayon petit n. La constante qui se trouve à ce niveau-là, eh bien, je l'ai noté à 0, comme dans l'énoncé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rayon de Bohr. Si on fait l'application numérique, on trouve 52,9 picomètres. Donc au passage, déjà dans cet exercice-là, ça sera encore plus vrai sur les exercices d'application et le TD du chapitre suivant. Vraiment, faites l'effort de faire les applications numériques parce que là, il y a des calculs numériques qui sont quand même relativement assez gros, et puis on a vite fait de commettre des erreurs sur les unités ou autres. Gardez à l'esprit en particulier que les masses, eh bien, il faut qu'elles soient exprimées en kilogrammes dans vos applications numériques et vos distances en mètres si vous voulez faire les applications numériques correctes. Mais là, vraiment, faites l'effort de les faire, les applications numériques, parce que c'est en gros, j'ai envie de dire, presque la difficulté de l'exercice à retomber sur les bonnes valeurs ici. Bien, si je reviens à ce rayon de Bohr ici, à 0, le 52,9 picomètres, eh bien, si on regarde la formule qui est ici, on remarque en fin de compte que le rayon de Bohr, c'est rien d'autre que le rayon de la trajectoire circulaire pour petit n est égal à 1. Donc là, il faut garder à l'esprit que l'on s'intéresse à un atome d'hydrogène. Dans un atome d'hydrogène, il n'y a qu'un seul électron. Et donc, on avait dit en chimie, eh bien, lorsque on s'intéresse à la configuration électronique de l'atome d'hydrogène ou à son diagramme énergétique,
la configuration électronique la plus stable, c'est lorsque l'électron se trouve sur la sous-couche de plus faible énergie, autrement dit, c'était la sous-couche 1s, et on avait en particulier donc, le nombre quantique principal qui est égal à 1, n égale 1. Et donc ce rayon de Bohr, en fin de compte, ça représente rien d'autre que le rayon donc, de la trajectoire la plus stable de l'atome d'hydrogène, autrement dit, lorsque l'électron se trouve dans la sous-couche 1s. Et puis ensuite, si on excite en fait, cet électron à l'aide d'un rayonnement, par exemple, il va changer de sous-couche électronique et la valeur de n, ici, va changer et donc le rayon de la trajectoire va changer également. Donc ça, on va pouvoir en reparler sur les deux questions qui suivent ici. On a introduit la quantification au niveau donc, du rayon. Donc, si je reprends ici l'expression du rayon et que j'injecte ça dans l'expression de l'énergie mécanique qu'on avait établie dans une question précédente, on se rend compte que l'énergie mécanique, c'est égal à moins E0 sur n carré. Donc, ce E0 ici, c'est une constante. Pareil, si on fait l'application numérique, on trouve donc une énergie en joules de 2,18 fois 10 puissance moins 18 joules. Alors, écrit comme ça, ça ne parle pas trop. Il vaut mieux transformer ça en électron-volt. Donc, si on transforme ça en électron-volt, je vous rappelle, un électron-volt, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. On trouve 13,6 électron-volts. Donc là, encore une fois, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur le premier chapitre de chimie que l'on avait fait. On avait dit justement que l'énergie en fait, d'un atome d'hydrogène ne dépendait que du nombre quantique principal. Et donc, l'énergie était de la forme, justement, moins 13,6 électronvolts sur n carré. Donc, on avait donné cette formule-là. Et donc, en fait, elle est liée à ce modèle de Bohr que l'on est en train de présenter ici. Alors, on peut se demander toutefois si ce modèle-là, il colle bien à la mécanique classique parce que on avait dit en particulier que les vitesses ne doivent pas être trop élevées, puisque si on dépasse 1/100 de la vitesse de la lumière, déjà, ça devient discutable, le modèle classique. Et donc, si on regarde justement ce que vaut donc, la vitesse de l'électron, en fait, lorsque l'électron se trouve sur la trajectoire de rayon à 0, ici, on trouve une vitesse, c'est la question 6, de 2,2 fois 10 puissance 6 mètres par seconde. Et donc, on remarque que cette vitesse, elle est non relativiste. Et donc, que ce modèle de Bohr, en fin de compte, il a l'air pas si mal. Bon, pour aller un tout petit peu plus loin, malgré tout, il faut quand même également souligner qu'il a quelques inconvénients, ce modèle de Bohr, qui font qu'il ne colle pas si bien que ça à la réalité physique pour un autre point. Donc ça, c'est quelque chose dont vous discuterez en deuxième année. Lorsqu'une particule, en fait, elle est accélérée, elle émet un rayonnement. Et donc ça, c'est contradictoire en fait avec ce modèle qu'on vient d'introduire, parce que si vous reprenez justement le premier postulat de Bohr, ce premier postulat, il dit que lorsque l'électron se déplace sur une orbite circulaire, il est dans un état stationnaire, autrement dit, que son énergie elle est constante. Et ça, vous montrerez en deuxième année que ce n'est pas possible, simplement parce que à partir du moment où une particule elle est accélérée, et c'est le cas ici, puisque l'accélération ici elle est non nulle pour notre électron, il devrait émettre de l'énergie, mais ce n'est pas le cas dans ce modèle simple que l'on utilise. Alors, après, c'est un peu toujours la même chose en physique. Donc, quand on introduit un modèle, on introduit le modèle le plus simple possible. Donc, vous remarquez que ce modèle de Bohr, là, il est quand même excessivement simple. Il permet déjà de donner un certain nombre de caractéristiques qui, elles, sont concluantes, à savoir le fait que les niveaux d'énergie en particulier de l'atome d'hydrogène sont quantifiés. Ça va permettre, en exploitant cette relation ici de la question 5, de trouver également les différentes raies d'absorption ou d'émission de l'atome d'hydrogène. À près, par contre, de notre côté, il est un petit peu bancal sur ce point-là qui fait que la trajectoire sur une orbite circulaire, elle est constante. Mais si on a besoin de s'intéresser à ce cas de figure-là, on bascule sur un modèle, toujours pareil, qui est un petit peu plus complexe.
Bien. Alors, si je regarde la fin, hein, donc dans la question 7, hein, on s'intéressait à une désexcitation. Hein. Donc ici, hein, j'ai fait donc, le schéma simplifié en bas de la page hein, avec deux niveaux d'énergie, un caractérisé hein, par un niveau d'énergie EM et l'autre caractérisé par un niveau d'énergie EN. Eh bien, lorsque l'électron hein, va passer donc, du niveau supérieur au niveau inférieur, il va perdre de l'énergie sous forme d'un rayonnement hein, d'énergie ici h nu, hein, c'est le phénomène d'émission. Hein. Et donc, pour avoir accès en fait, à la fréquence ou à la longueur d'onde en fait, de la radiation qui est émise, hein, bah, il suffit de faire la différence entre les deux valeurs de niveau d'énergie, dire que c'est égal à l'énergie h nu des photons transportés. Hein, et donc, en réarrangeant un petit peu l'expression, hein, on peut facilement avoir accès ici hein, à la longueur d'onde du spectre d'émission ici. Hein, et donc, vous remarquez que eh bien, ça fait intervenir la différence 1 sur m carré moins 1 sur n carré, hein, où m et n hein, sont deux valeurs différentes du nombre quantique. Et ici, hein, vous avez une constante devant. Hein, donc cette constante elle porte le nom de constante de Rydberg. Hein, et donc, elle permet, hein, en particulier, selon les valeurs de n et de m, d'avoir accès hein, aux différentes valeurs hein, du spectre d'émission. Hein. Donc, cette constante de Rydberg, ici, hein, bah, si on regarde l'analyse dimensionnelle, hein, ça s'exprime en m-1, hein, puisque c'est rien d'autre que l'inverse en fait, d'une longueur. Bien, donc voici pour cet atome de bord. Hein. Donc, je vous ai dit, hein, l'exercice en soi, pas si difficile que ça. Après, il est un petit peu atypique hein, du fait qu'on a cette partie mécanique classique hein, qui vient se mêler un petit peu avec la quantification hein, des niveaux d'énergie. Bien, donc si vous avez des questions hein, sur cette partie, je suis à l'écoute. Moi, j'avais une question, c'était par rapport à la vitesse relativiste. Oui. C'est du coup 0,1 fois c. Alors, c'est 1/100 en général de la vitesse de la lumière. Ah, Donc, d'accord, ok. donc c'est en gros 3 fois 10 puissance 6. Donc, vous remarquez qu'on s'en rapproche, hein, mais on reste malgré tout en dessous. D'accord. Vous pouvez juste montrer la fin de la question 7, s'il vous plaît. Oui. Et monsieur, Oui. quand il disait de calculer l'énergie d'ionisation de l'atome, fallait juste calculer E1 ou Alors, attendez, ça par contre, c'est où qu'on demandait. dans la question 6? Ah oui, effectivement. Donc ça, je ne l'ai pas calculé, l'énergie d'ionisation. Hein. Donc ça, on en avait parlé en chimie dans le premier chapitre. Donc l'énergie d'ionisation, hein, c'est l'énergie qui permet en fait hein, d'arracher donc l'électron carrément hein, dans l'atome d'hydrogène. Donc il faut le faire passer donc de l'énergie E1, l'énergie de l'état fondamental, vers E infini. Et donc au vu de la formule hein, qui est juste au-dessus ici dans la question 5, hein, eh bien, E infini, ça vaut 0. Hein, et donc, l'énergie d'ionisation, en fait, ce n'est pas E1, hein, mais c'est moins E1. Autrement dit, 13,6 électronvolts. Hein. Ok, merci. Okay. Alors, il y avait une question par rapport à la question 7 aussi. Je ne sais pas qui c'est qui avait une question sur la 7, là. Non? Non, c'est juste pour que vous l'affichiez sur l'écran, mais je n'ai pas de question dessus. Okay. Bien. D'autres personnes ont des questions? Monsieur, je voulais vous demander pourquoi c'est non relativiste, parce que là, on est bien à plus de 1/100 de la vitesse de la lumière, non? AV1. Alors non, puisque la vitesse de la lumière, c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, on est juste en dessous. Ah d'accord, ok. Après, ce que je disais, on n'en est pas loin hein, quand même. Mais disons, le modèle, il faut quand même garder à l'esprit qu'il est quand même excessivement simple. Hein. Donc, si on peut éviter d'introduire tout ce qui est la mécanique relativiste hein, pour expliquer en particulier tout ce qui est spectre d'émission donc, de l'atome d'hydrogène, hein, à savoir en gros les radiations qui sont émises là lors de la désexcitation, c'est la question 7. Hein, il ne faut pas s'en priver. Hein. Donc, dès qu'on peut utiliser un modèle simple, là, il faut l'utiliser. D'accord. C'est tout bon pour cet exercice. On bascule sur le deuxième. Ouais. Alors, le deuxième.
Je ne le vois plus. Ça va être celui-là. Ouais. Vous avez l'écran là ou pas? Non, on Non. a toujours la bibliothèque avec les fichiers. Alors, comment j'ai fait tout à l'heure? Hop. Donc là, ça doit être bon. Oui, c'est bon. Ouais, si, c'est bon. Ok. Bien. Alors, cet exercice-là, donc on bascule sur le mouvement d'un solide cette fois-ci. Hein. Alors, le pendule de torsion, hein, donc ça c'est un exercice qui est assez classique également. Donc, en MPSI, hein, donc il n'est pas explicitement au programme, hein, contrairement à la classe de PCSI. Après, à partir du moment où on vous donne l'expression en fait du couple de rappel hein, de ce pendule de torsion, hein, bah, ça bascule sur un exercice, disons que vous êtes susceptible de pouvoir faire. Hein. Donc ça, c'est un exercice hein, qu'il faut savoir faire parce que bah, sur la première partie, en tout cas, hein, on reste sur des choses qui sont assez classiques. Après, hein, par contre, la dernière partie, la question, je crois que c'est 5, la toute dernière, oui, c'est celle-là, elle est beaucoup plus difficile. Donc, on restera sur une approche qui est purement qualitative hein, dans la question 5A, parce qu'on expliquera pourquoi, bah, justement, hein, cette mise en équation-là, elle est compliquée, mais disons, historiquement, hein, le pendule de torsion, hein, bah, si vous avez regardé l'exercice un peu jusqu'au bout, hein, il a permis donc, de déterminer donc, avec une précision relativement importante hein, eh bien, la valeur de la constante de gravitation universelle et par voie de conséquence ensuite la masse de la Terre. Donc si vous regardez un petit peu hein, le pendule de torsion, sa constitution, hein, vous avez ici une base horizontale ici avec donc au niveau des extrémités hein, des petites massottes ici. Et puis vous avez à ce niveau-là donc le fil de torsion qui lui eh bien, donc, permet donc au pendule de revenir dans sa position d'équilibre. Hein, donc ce fil de torsion, lorsque bah, vous le... pardon, je recommence. Si vous tournez hein, la petite... la barre horizontale qui est ici, hein, le fil de torsion ici, hein, lui, il va se tordre hein, et il va avoir tendance à ramener en fait la barre dans sa position d'équilibre. Donc, on va faire la mise en équation hein, et vous allez voir que d'un point de vue pratique, on va retomber toujours pareil hein, sur l'équation de l'oscillateur harmonique. Hein, elle est à peu près partout, hein, cette équation d'oscillateur harmonique. Bien. Donc, le moment d'inertie, en fait, si vous regardez à ce niveau-là, il vous est donné, hein, donc il vous est donné par rapport à l'axe Z. Donc, vous remarquez qu'il possède deux parties, en fait, hein, dans le J. Alors, c'est lié au fait que on a d'une part la partie ici de la barre horizontale hein, qui est homogène, cette barre, hein, donc elle est caractérisée donc, par son moment d'inertie J0. Et puis ensuite, la partie supplémentaire est liée donc, aux deux masses supplémentaires que l'on met à l'extrémité ici de la barre. Hein. Donc, on avait dit à la limite, hein, si on s'intéresse à un point matériel, on peut donc introduire un moment d'inertie pour ces points matériels. Hein. Et donc, on retrouve en fait l'expression à ce niveau-là, hein, le facteur 2 traduisant le fait qu'on a deux surcharges. Hein. Le couple de rappel qui est juste au-dessus ici, hein, eh bien, en fait, il va être lié à l'angle de torsion. Hein. Donc, lorsqu'on est à l'équilibre, c'est au niveau donc, du pointillé qui se trouve à ce niveau-là. Hein, la barre va être horizontale. Si vous tordez donc, le fil d'un angle θ, eh bien, il va y avoir ici hein, un couple de rappel qui va faire que bah, la barre, justement, hein, va avoir tendance à revenir vers la position d'équilibre. Hein. Donc, d'un point de vue pratique, hein, c'est un petit peu l'équivalent de la force de rappel élastique, hein, à part que ici, c'est un couple de rappel, hein, et c'est en particulier tout ce qui va donc justifier le fait qu'on va travailler avec le théorème du moment cinétique. Hein. Donc, ici, hein, ce n'est pas possible de travailler avec la seconde loi de Newton, par exemple, hein, puisque je vous rappelle qu'un couple est caractérisé par une résultante de force ici qui est nulle. Alors,
Alors, attendez, il y a Raverdi qui n'était pas dans la liste, visiblement. Hop, il avait dû sortir et revenir. Donc, a priori, là, c'est bon. Alors, oui, je disais donc, le couple, là, je vous rappelle, donc, il est caractérisé donc, par une résultante de force qui est nulle. Hein, donc, le théorème du moment cinétique, ici, c'est ce qui va être le plus adapté hein, pour répondre à l'exercice. Bien. Donc là, au niveau de la mise en équation, hein, on vous suggérait de faire donc, une approche qui est purement énergétique hein, pour déterminer donc, la loi θ de t. Hein. Donc, on vous demandait d'abord de déterminer l'énergie potentielle. Hein. Donc, pour déterminer donc, le θ de t ici, hein, eh bien, on va passer par une approche qui est purement énergétique. Hein. Alors, la détermination de l'énergie potentielle ici, elle est un petit peu particulière hein, puisque bah, justement, c'est un couple. Donc, vu que c'est un couple, eh bien, on ne peut pas utiliser directement l'expression d2p égale moins f scalaire d2m puisque la résultante des forces, elle est nulle. Alors, pour autant, hein, ce n'est pas incohérent avec le fait qu'il y ait une énergie potentielle parce que, en fait, hein, autant la résultante des forces est nulle, par contre, hein, le moment, lui, est non nul. Et donc, si on veut ici hein, aboutir à l'énergie donc potentielle, eh bien, donc, ce qu'on va utiliser, c'est d'une part hein, l'expression de la puissance associée à ce couple. Donc, lorsqu'on a un solide en rotation autour d'un axe fixe, hein, la puissance, c'est rien d'autre que le moment associé au couple fois la vitesse angulaire. Et après, hein, on va revenir à la définition générale de la puissance. Donc, la puissance, c'est le travail élémentaire ici sur dt. Et c'est à ce niveau-là qu'on va introduire la notion d'énergie potentielle. Hein. On avait dit que eh bien, pour une force qui est conservative, et donc ici, hein, on va généraliser à la notion de couple, on a le travail élémentaire ici hein, qui va être égal à l'opposé en fait hein, de la variation élémentaire d'énergie potentielle. Et c'est comme ça qu'on va introduire cette notion d'énergie potentielle. Donc là, pour avoir accès à l'énergie potentielle, on va se débarrasser du dt. Hein, je le fais passer dans le membre de gauche de l'égalité. Hein, on aboutit donc à l'expression qui se trouve à ce niveau-là. Et comme la vitesse angulaire oméga, c'est θ point, dθ sur dt, hein, eh bien, on trouve une expression qui permet donc de relier donc, la variation en énergie élémentaire potentielle ici hein, uniquement à la variable θ, hein, puisque le moment ici de notre couple de rappel, hein, c'était moins cθ, hein, avec le moins, ça fait un plus, et donc on obtient l'expression qui est ici. Et donc là, vous remarquez que cette fois-ci, hein, il n'y a plus aucun souci pour intégrer, hein, donc les variables sont séparées, et donc si je primitive, hein, on a c θ carré sur 2 plus une constante, donc la constante, hein, je l'ai pris nulle en considérant que bah, lorsque bah, le fil n'est pas tordu, autrement dit lorsque θ égale 0, hein, eh bien l'énergie potentielle ici associée à ce couple de rappel, elle est nulle, hein, donc, ce qui permet donc de trouver le lien entre la constante K là, qui vous était donnée dans l'énoncé et puis le C. Donc, cette première question-là, elle n'était pas si simple, hein, malgré tout, hein, même si eh bien, donc, vous n'arriviez pas à démontrer donc, cette relation-là, c'était possible de continuer l'exercice. Hein. Bon, bah, il suffisait de garder hein, l'expression générale de la constante K, mais pour autant, hein, c'était possible de continuer. Donc, toujours pareil, hein, dans un exercice, si vous bloquez sur une question, hein, ben, regardez derrière hein, si c'est possible de continuer ou pas. Donc là, en l'occurrence, les questions qui suivaient, là, elles redevenaient un petit peu plus simples avant de rebasculer sur quelque chose d'un peu plus difficile dans la question numéro 5. Bien. On va chercher donc l'équation différentielle du mouvement. Donc ça, j'ai commencé à l'évoquer hein, juste avant. Donc, compte tenu du fait qu'on vous a fait déterminer donc l'énergie potentielle ici, hein, bon, ben, implicitement, hein, on attend que vous utilisiez une méthode énergétique. Donc, si vous utilisez hein, le théorème du moment cinétique, ça marche aussi. Mais vu la formulation de la question, hein, ben, c'était plutôt une approche énergétique qui était attendue. Hein. Donc, comme système, je prends donc la barre plus les deux surcharges ici qui sont aux extrémités. Hein. Donc, on travaille dans le référentiel galiléen d'études. Et donc, au niveau des actions mécaniques, en fin de compte, il y a uniquement donc, le poids de l'ensemble et puis donc, le couple de rappel. Donc, si on regarde un petit peu les énergies potentielles qui sont mises en jeu, il y a l'énergie potentielle associée au couple de rappel qu'on a déterminé hein, précédemment.
Et ensuite, il y a l'énergie potentielle de pesanteur, hein. Mais cette énergie potentielle de pesanteur, elle ne va pas varier puisque la barre, avec ses surcharges, va se déplacer uniquement dans un plan horizontal, hein. Donc, le Z qui traduit la variation en fait, de l'énergie potentielle ici de pesanteur, lui, il est constant, hein. Et donc, d'un point de vue pratique, l'énergie potentielle de pesanteur ici ne va pas jouer un rôle dans la détermination ici de l'énergie potentielle. Et donc, vu que cette énergie potentielle de pesanteur elle est constante, je choisis arbitrairement la valeur de la constante nulle, toujours pour les mêmes raisons. Seules des variations d'énergie potentielle ont une signification physique, et donc autant prendre la constante nulle ici. L'énergie cinétique, c'est un solide en rotation autour d'un axe fixe. On vous donnait donc le moment d'inertie. Donc, c'est 1/2 de ce moment d'inertie fois la vitesse angulaire au carré, ce qui nous permet d'aboutir à l'énergie mécanique qui est encadrée à ce niveau-là. Donc là, plusieurs petites remarques par rapport à cette énergie mécanique. Donc, d'une part, le système il est conservatif puisque l'ensemble des actions mécaniques dérive d'une énergie potentielle. Et en plus, remarquez bien qu'il est unidimensionnel puisqu'il ne dépend que d'une seule variable, à savoir la variable θ qui est ici. Et donc, si on dérive par rapport au temps pour appliquer le théorème de la puissance mécanique et obtenir l'équation différentielle, eh bien, on retombe sur l'équation d'un oscillateur harmonique. Donc, θ point point plus C sur J θ égale 0. Et donc, on va avoir des solutions sinusoïdales. Donc là, je vous redis ce que je vous avais dit lorsque j'ai rendu donc, le DS vendredi. Vraiment, l'équation d'un oscillateur harmonique à cette période de l'année, il faut vraiment que tout le monde les reconnaisse, ces équations-là, dans les derniers DS que je vous ai rendus. Il y avait encore 5-6 personnes là, qui soit n'ont pas su trouver les solutions associées à l'équadif lorsqu'ils l'ont obtenu, soit m'ont donné donc, des solutions complètement aberrantes. Donc, gardez à l'esprit qu'un système du type x point point plus oméga 0 carré x égale 0 ou constante, c'est un oscillateur harmonique. Donc ça, il faut directement savoir donner la forme des solutions ici. Bien. Au niveau du paramétrage, j'ai introduit ici la pulsation propre oméga 0, qui est égale à racine de C sur J, ce qui me permet d'avoir des solutions de θ en A cos plus B sin. Et puis ensuite, je vais utiliser les conditions initiales. Donc, initialement, on lâche le pendule d'une position ici à θ0 sans vitesse initiale, ce qui permet de déterminer A et B. Bon, ici, pas de grosse difficulté. J'ai noté directement l'expression de θ de T. On vous demandait de discuter un petit peu au niveau de la trajectoire de phase. Donc, la trajectoire de phase, compte tenu du fait que c'est un oscillateur harmonique, eh bien, donc, ça va être une trajectoire fermée. Donc, la trajectoire de phase elle s'obtient directement à l'aide de l'expression de l'énergie mécanique qui se trouve à ce niveau-là. Donc, sur la première partie ici de l'égalité, en fin de compte, j'ai repris rien d'autre que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et comme l'énergie mécanique elle est constante, j'ai déterminé donc, cette constante à l'aide des conditions initiales. Compte tenu du fait que θ de 0 égale θ0 et θ point de 0 égale 0 ici, j'ai pu facilement exprimer l'énergie potentielle ici. L'énergie cinétique, elle est nulle, ce qui me permet d'avoir accès à la constante. Et donc, si je réécris l'expression précédente sous la forme suivante en divisant tout par C sur 2, j'obtiens ici l'équation en fait, d'une ellipse. Donc ça, on l'a déjà rencontré à plusieurs reprises. On avait dit qu'on peut éventuellement se ramener à l'équation d'un cercle si c'est plus pratique pour nous. Donc le tout, c'est de tracer ce qui est le plus intéressant en abscisse en ordonnée. Donc si on trace par exemple θ en abscisse, θ point en ordonnée, eh bien, on aura donc une ellipse. Si on trace θ en abscisse, θ point sur oméga 0 en ordonnée, on aura l'équation d'un cercle. Le point important, en fait, ce n'est pas tellement le fait que ce soit un cercle ou une ellipse, mais c'est surtout de remarquer ici que la trajectoire de phase, elle est fermée. Et donc ça, c'est caractéristique d'un système conservatif. Donc, je vous rappelle qu'on s'était intéressé, par exemple,
aux oscillateurs qui étaient amortis par frottement fluide, on obtenait donc des sortes d'hélices qui s'enroulaient ou des trajectoires qui partaient d'un point et qui allaient directement donc, au point final d'équilibre sans jamais repasser, surtout par le même point. Donc, on avait parlé de trajectoire de phase ouverte, caractéristique d'un système justement qui était dissipatif. Donc, ça, pareil, il faut savoir le dire. Donc là, en l'occurrence, la trajectoire de phase, elle est fermée. Donc, c'est la caractéristique d'un système conservatif. Bien. Dans la question petit 4, on vous demandait de faire une petite application numérique pour déterminer en fait la valeur ici de la constante qui est relative au couple de rappel. Alors, ça sert en fait à comprendre un petit peu historiquement comment s'est pris Cavendish là pour déterminer donc la constante de gravitation. À savoir, donc, il a utilisé un pendule de torsion. Donc, ce pendule de torsion, il est caractérisé donc, par ce couple de rappel. Et donc, pour avoir accès donc, aux caractéristiques de ce couple, eh bien, il faut connaître en fin de compte la valeur de C. Et donc, avant de faire son expérience historique là, qui a permis de déterminer la constante de gravitation, il a fait une première expérience dans laquelle il s'est intéressé simplement à un oscillateur harmonique, exactement sous la forme en fait, des questions qu'on vient ici de traiter, de manière à déterminer donc, les caractéristiques en fait, de ce pendule de torsion, à savoir la constante C. D'accord ? Donc, ici, une façon de procéder pour avoir accès à la constante C, c'est de s'intéresser à la période d'évolution en fait, de ce pendule de torsion, puisque c'est un autre qu'un oscillateur harmonique. Donc, en reprenant en fait l'expression de T0 qui se trouve à ce niveau-là. Ce qu'on peut faire également, c'est reprendre l'expression du J, là, du moment d'inertie qui vous est donc donné donc, dans l'énoncé. Et donc, en élevant le tout au carré, on aboutit à l'expression encadrée qui se trouve à ce niveau-là. Donc, au niveau de l'énoncé, on vous fournissait, si vous regardez bien, un petit tableau avec plusieurs valeurs. Donc, des valeurs de période ici, pour différentes longueurs L de la barre ici qui est proposée. Donc après, plusieurs façons de procéder pour avoir accès à la valeur numérique de C. Soit on résout un système de deux équations à deux inconnues. On prend deux valeurs de L différentes, deux valeurs de période propre différentes, on en déduit la valeur de C. Soit donc, on peut faire un petit tracé graphique en traçant L carré, donc un abscisse, T0 carré en ordonnée. Donc, si on fait ça, vous remarquez que 4pi carré C fois J0, c'est rien d'autre que l'ordonnée à l'origine. Et 4pi carré C fois 2m, c'est rien d'autre que la pente de la droite obtenue. Donc, à l'aide de l'ordonnée à l'origine et de la pente, on peut facilement avoir accès ici à la valeur numérique de ce couple. Au niveau de l'unité, le moment, Newton mètre, je divise par des radians moins 1 pour avoir donc mon C ici. Bien, donc ça, c'est en gros, c'est la première partie de l'expérience historique de Cavendish. Il a déterminé en fait la valeur ici de cette constante liée au moment de rappel donc, de ce pendule de torsion en étudiant simplement un oscillateur harmonique. Et puis ensuite, il a cherché à déterminer donc, la constante de gravitation. Donc là, pour le coup, il a basculé sur une expérience qui est totalement différente, à savoir, il a gardé en fait la barre horizontale qui est ici avec les deux surcharges, donc, qui se trouvaient à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc ici, il a mis un petit miroir pour pouvoir faire donc, les mesures des angles qui étaient liés donc, au déplacement de la barre. Alors, on peut se demander pourquoi. Donc, ça, c'est lié en fait aux valeurs des angles qui sont mises en jeu. Donc, il a envoyé en fait un rayon incident sur le miroir et puis s'intéresser au rayon réfléchi qui était ici. Donc, si on regarde un petit peu, donc, les valeurs qui sont mises en jeu, donc, lorsqu'on va passer de la première position à la deuxième position, dont je vais reparler juste après, l'angle dont va avoir tourné donc, le faisceau, c'est 7,0 fois 10 puissance moins 3 radians. Donc, vous remarquez que c'est vraiment excessivement faible.
Et donc, c'était l'utilisation de ce miroir, hein. C'est ça qui a permis en fait de faire donc une mesure d'angle correcte, parce que sans ce petit artifice qui est ici, hein, impossible de mesurer donc les angles là, avec une telle précision, hein. Bien. Alors, on a la barre ici horizontale avec les deux petites surcharges. Et ensuite, hein, Cavendish, il a mis donc deux grosses sphères ici, hein, donc soit en position 1, donc les deux grosses sphères, elles étaient positionnées toutes les deux soit en position 1, soit en position 2 ici. Alors, en fin de compte, hein, la position 2, elle est symétrique de la position 1, hein, donc à la limite, il aurait pu se contenter des deux grosses sphères qui étaient en position 1, hein. La seule chose, c'est que, eh bien, en fait, le fait d'utiliser à la fois 1 et 2, hein, ça permettait d'avoir un angle de déviation qui était 2 fois plus grand, hein, et donc de faire une mesure un petit peu plus pratique, hein, simplement parce que vu les faibles valeurs des angles qui étaient mises en jeu, hein, avec les seules premières sphères ici, hein, c'était plus difficile à mesurer, hein. Donc, s'il a introduit également les deux sphères qui se trouvaient à ce niveau-là, hein, c'était pour avoir, hein, en gros, hein, une précision un petit peu plus satisfaisante sur la mesure de l'angle de déviation ici. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passait? D'un point de vue pratique, hein, si vous regardez un petit peu, hein, les masses qui sont mises en jeu, hein, donc les masses au niveau des surcharges, c'est petit m, c'est 50 grammes, c'est les petits points noirs qui se trouvent à ce niveau-là. Et puis, donc, les sphères qui sont notées 1 ou 2, hein, elles, c'était des sphères de masse 30 kg. Et donc, d'un point de vue pratique, hein, eh bien, il va y avoir de l'interaction gravitationnelle qui va s'opérer entre les petites sphères et les grandes sphères. Et en particulier, hein, les grandes sphères qui sont ici, hein, vont avoir tendance à attirer donc, les petites sphères, ce qui va faire tourner en fait, hein, la barre horizontale. Donc, les sphères, elles sont positionnées symétriquement, hein, et donc la sphère 1 qui est ici, hein, elle a tendance à faire tourner la barre dans le même sens ici que la sphère qui était ici, et inversement, hein, pour les sphères 2. Et donc, Cavendish, il a utilisé cette expérience-là pour donc, mesurer la constante de gravitation. Donc ça, c'est l'idée générale, hein. Alors, j'ai fait un petit schéma, hein, si vous avez regardé le corrigé, hein, pour essayer, hein, de commencer à faire une mise en équation, hein, et essayer de comprendre aussi pourquoi ce n'est pas si simple en fait la mise en équation ici, hein. Alors, si vous regardez un petit peu, hein, le schéma là, que je suis en train de projeter, donc vous avez toujours, hein, le trait horizontal, hein, qui correspond donc à la position d'équilibre. Ensuite, hein, vous avez donc ici, hein, la barre avec les deux surcharges qui sont notées A1 et B1, hein. Donc, les deux angles qui sont ici, hein, forcément, c'est les mêmes, hein. Donc, je les ai appelés alpha sur 2, ces angles. Bien. Les grosses sphères. Donc là, mon schéma, je ne l'ai pas fait du tout à l'échelle, hein, parce que sinon, hein, on n'y voyait pas grand-chose, hein. Donc, lorsque la barre elle est en position horizontale, hein, donc le point A1, hein, il doit se trouver à ce niveau-là, hein. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas à l'échelle, mais sinon, on n'y voyait rien au niveau des forces sur le schéma que j'ai fait apparaître à ce niveau-là, hein. Donc, la barre, je l'ai fait plus courte que ce qu'elle devrait être, hein, pour montrer un petit peu les problèmes qui vont suivre dans le calcul si on essaie de faire un calcul rigoureux, hein. Mais lorsque la barre elle est dans sa position d'équilibre horizontale, hein, le point A1, hein, si vous regardez donc le schéma de départ, hein, il devrait être par là, hein. D'accord ? Bien. Donc là, hein, j'ai fait tourner donc, la barre, hein, d'un angle alpha sur 2. Hein, et donc, si on regarde un petit peu, hein, les différentes actions mécaniques qui sont mises en jeu, hein, donc, en plus des actions classiques qu'on a donc, traduites dans la première partie de l'exercice, à savoir le poids et puis donc, le moment associé au couple de rappel, hein, il va y avoir en plus les forces qui sont exercées donc, par les grosses sphères, ici, hein, sur les petites sphères. Mais si vous regardez par exemple le point A1 qui est ici, le point A1, hein, il va subir une force ici qui est exercée par M1 sur le point A1. Donc cette force, hein, c'est de l'interaction gravitationnelle, hein, et donc elle va être dirigée vers le point M1. Mais ce point A1, hein, il va être aussi attiré par donc, la grosse sphère qui se trouve au niveau du point M2, hein.
Et donc, on va avoir une force ici, F de M2 sur le point A1. Et donc, ce que j'ai raconté ici pour le point A1, on le retrouve également au niveau du point B1, avec une force qui était exercée donc, par la grosse sphère M1 sur le point B1, et pareil pour l'autre sphère, à savoir donc, la sphère B1 ici, qui va subir ces deux forces. Donc là, on commence à comprendre un petit peu toute la difficulté dans la mise en équation derrière, c'est que les angles qui vont être mis en jeu là, ils ne vont pas être si simples que ça à exprimer, parce que je vous rappelle, on va appliquer donc soit le théorème du moment cinétique, soit le théorème énergétique, mais les angles là, ils vont jouer un rôle prépondérant. Donc là, le but, ce n'est pas de faire une mise en équation complète, parce que vous demandez juste qualitativement ce qui se passait, mais c'est juste pour vous faire comprendre en gros comment il s'y est pris et un peu les difficultés qu'il y avait au niveau donc, des mesures ici. Alors, au niveau du calcul, si on voulait pousser le calcul jusqu'au bout, voici ce qu'il faudrait faire. On a donc le moment par rapport à l'axe delta, donc ici de notre système, qui va être égal à 0. Donc, au niveau des différentes actions mécaniques qui sont mises en jeu. Donc, on retrouve les deux actions mécaniques classiques de la première partie de l'exercice. Donc, ça, j'ai envie de dire, pas de gros problème. Mais ensuite, il y a le moment en fait de ces différentes actions mécaniques, de ces différentes forces qu'il faut calculer également. Et donc, vu que c'est un moment par rapport à l'axe delta, on peut utiliser par exemple la notion de bras de levier pour avoir accès donc, à ces moments. Donc, je vous rappelle, lorsqu'on utilise la notion de bras de levier, au signe près, c'est rien d'autre que la norme de la force fois le bras de levier. Mais justement, les bras de levier, là, vous remarquez qu'ils sont compliqués à exprimer, puisque ça met en jeu donc, des distances qui sont a priori entre guillemets quelconques. Il faut travailler dans des triangles quelconques ici pour exprimer les différents bras de levier. Alors, on peut le faire, mais le calcul, il est quand même pas si aisé. Toujours est-il que lorsque on traduit donc l'égalité qui est ici, lorsqu'on mesure bêta, on peut avoir accès à alpha. Alors ça, je vais y revenir juste après. Et en exprimant en fait les différents termes, on se retrouve à une équation à une seule inconnue, G. Okay. Alors, cette équation-là, même si vous tombez sur cette expérience de Cavendish, je pense qu'on ne vous la fera jamais recalculer, cette équation, parce qu'elle est excessivement complexe. Et honnêtement, à un moment donné, une fois qu'on a écrit ça, ce n'est plus vraiment de la physique, puisqu'il faut avoir accès aux différents bras de levier qui sont mis en jeu. Et donc, ça, c'est un peu la difficulté. Cette équation-là, je ne pense pas qu'on vous demande de l'établir. Elle est vraiment trop calculatoire. Donc, c'est plus, on restera sur le principe général que j'ai évoqué ici. Alors, par contre, je vais revenir un petit peu sur donc, cette petite remarque-là. La mesure de bêta permet d'avoir accès à alpha. Alors, si vous regardez un petit peu juste le schéma, donc l'angle qui est ici, alpha sur 2, donc c'est l'angle dont a tourné en fait la barre. Donc je vous rappelle, lorsque Cavendish a fait l'expérience, lui, ce qu'il a mesuré, ce n'est pas directement l'angle qui se trouve à ce niveau-là, puisque ce n'était pas très pratique, qu'on a dit, vu les ordres de grandeur qui étaient mis en jeu. Donc il avait collé en quelque sorte un miroir sur la barre, et puis ensuite, il a envoyé donc un faisceau incident sur ce miroir, et il s'intéressait au faisceau réfléchi. Donc là, sur cette partie-là, on bascule sur de l'optique géométrique pure. Donc ça, c'était un petit exercice qu'on avait fait en début d'année, lorsqu'on avait fait l'optique géométrique. Alors, c'était peut-être pas en TD, on en avait peut-être parlé en TP, oui, on l'avait fait en TP, ça il me semble, à savoir que lorsque on s'intéresse donc justement à un système en réflexion à l'aide d'un miroir, donc si on fait tourner donc le rayon incident donc d'un angle alpha, on a le rayon réfléchi, lui, qui va tourner d'un angle 2 fois plus grand. Donc, vous pouvez regarder ça, on en avait parlé un peu en optique géométrique, mais il y a un facteur 2 là, qui se balade entre l'angle bêta dont tourne le rayon réfléchi ici
et puis l'angle dont a tourné donc, la barre, donc le rayon incident. Donc, ça, il faudrait faire un petit schéma pour s'en rendre compte. Mais en gros, l'idée, c'est simplement celle-ci, c'est de se rendre compte que lorsque il rajoute ces grosses masses ici, ça va faire tourner en fait le pendule de torsion. Donc, au niveau de la mise en équation, ça rajoute donc, ces forces supplémentaires qui sont ici et donc les moments qui vont avec. Et par voie de conséquence, si on traduit l'équilibre de la barre, savoir la somme des moments égale 0, ça permettrait de tomber sur une équation à une inconnue, la constante de gravitation ici. Bien, voici donc pour ce deuxième exercice qui était quand même un peu plus compliqué que le premier. Donc, je vous écoute pour les questions. Juste pour la question 1, oui. Pour le travail différentiel est égal à moins la dérivée de l'énergie potentielle, c'est dans quel chapitre? Alors, donc là, ce qu'il faut utiliser, c'est delta W ici égale moins D2P. Donc ça, c'est la définition d'une force conservative. On avait dit que si la force elle est conservative, alors le travail de cette force ne dépend pas du chemin suivi. Et donc, on a delta W, le travail élémentaire, qui est égal à moins D2P. Alors ici, ce n'est pas une force, mais c'est un couple de force, mais la définition elle reste valable. Donc, c'était dans le chapitre 3 de Méca quand on a défini la notion de force conservative. Mais ici, vous remarquez qu'on doit repasser par cette définition générale ici, si on veut avoir accès à EP, puisque justement, c'est un couple et pas simplement une force. Ok. Monsieur, moi, je comprends pas en quoi l'énergie potentielle elle est constante. J'ai jamais dit que l'énergie potentielle elle était constante. Non, mais question 2, je sais plus, on a dit. L'énergie potentielle Ouais, de voilà. pesanteur. D'accord. Alors, si on reprend le dispositif expérimental, celui-ci, donc la barre, lorsqu'elle va tourner, en fait, elle se déplace uniquement dans le plan horizontal, en fait. Oui? Vous êtes Oui, d'accord? Okay. Donc, si elle se déplace uniquement dans le plan horizontal, donc la variable Z, qui est caractéristique de l'énergie potentielle de pesanteur, puisque l'énergie potentielle de pesanteur, suivant l'axe vertical que l'on prend, c'est plus ou moins mgz. Donc, le Z, en fait, il est constant ici. Il ne varie pas. La barre, elle ne se déplace pas verticalement, elle reste que dans le plan horizontal. Donc, si elle reste que dans le plan horizontal, l'énergie potentielle de pesanteur, elle, est constante. Et c'est pour ça que j'ai choisi arbitrairement cette constante nulle, simplement parce que, vous le voyez juste après, alors ce n'est pas tout à fait à une variation d'énergie potentielle de pesanteur que l'on s'intéresse, mais quand on dérive l'énergie mécanique, une dérivée, c'est comme une variation. Donc la dérivée de la constante, ça fera 0. C'est pour ça que je ne suis pas occupé de cette constante, parce que derrière, on dérive l'énergie potentielle. Et pour l'énergie mécanique, du coup, pourquoi elle est constante? Alors, l'énergie mécanique après. Il n'y a pas de force dissipative, en fait, compte tenu du fait que les seules actions mécaniques sont le poids et le couple de rappel. Ces deux forces sont conservatives, puisqu'on peut leur associer donc une énergie potentielle, et par voie de conséquence, l'énergie mécanique, elle est constante. Il n'y a pas de force dissipative, il n'y a pas de force de frottement. D'accord, ok. Ensuite, c'était pour la question 3, j'ai pas compris comment on passait de C θ0 au carré. Alors, ici, j'ai repris dans un premier temps simplement l'énergie mécanique à ce niveau-là. Et puis ensuite, on a dit qu'on avait un système qui était conservatif, donc cette énergie mécanique, elle est constante. Et donc, pour déterminer les constantes, ce qu'on utilise, c'est rien d'autre la plupart du temps que les conditions initiales. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, les conditions initiales sont caractérisées par, c'est juste au-dessus ici, le fait que l'angle θ il est égal à θ0 et la vitesse angulaire à t égale 0, elle est nulle. Donc, on va avoir ici l'énergie potentielle associée au couple de rappel qui est égale à c θ0 au carré. Et l'énergie cinétique à t égale 0, elle est nulle. Donc, je me suis servi de t égale 0 pour déterminer donc, la valeur particulière de la constante. On a donc cette expression
Et après, en divisant tout par C sur 2, hein, je retombe sur l'équation ici de mon ellipse. Et merci. Bien, d'autres questions? Est-ce que juste ce serait possible que ce PDF, vous nous l'envoyez ou pas? Ce PDF, Ouais. alors je l'ai mis sur le Drive hier Il est soir. sur le drive. Ah bon, bah voilà, bah parfait. Donc, Merci ça y beaucoup. est. Je mettrai également la vidéo sur la chaîne YouTube. Hein. Comme ça, d'une part, Lucas il pourra avoir accès aux commentaires. Et puis, si vous avez besoin d'aller rechercher des informations, vous les aurez également. Hein. Moi, j'ai une question, monsieur. Oui. C'était comment on définit le couple d'une force? Comment on définit le couple d'une force? Alors, le couple, là, c'est rien d'autre que le moment de la force, en fin de compte. Donc, le moment d'une force, hein, c'est défini comme OM vectoriel F. Alors, ici, on a un couple. Donc, la force F, elle se décompose en deux forces, la plupart du temps, une force F1 et une force F2. Alors, hop, attendez un tout petit peu, je vais reprendre un autre document. Alors, pour vous, l'écran, il n'a pas changé, je suppose? Non. Non, non. Ok, alors attendez. Non, non, il n'a pas changé. Je vais changer l'écran. Donc là, ça a dû changer normalement pour vous. Ouais, là, ça a changé. Ouais, donc j'ai remis le poly sur le moment cinétique ici. Alors, que je retrouve, c'est ici. Voilà. Donc, en fait, hein, le moment d'un couple, là, le moment, hein, comme c'est OM vectoriel F, eh bien, c'est une grandeur vectorielle, donc additive. Et donc là, hein, sur le petit exemple qu'on avait donné donc, au niveau du volant, hein, vous avez une première force qui s'applique à ce niveau-là et une deuxième force qui s'applique à ce niveau-là. Et donc, le point important, hein, c'est qu'en fait, on a deux points d'application différents. Donc, par exemple, un point M1 à ce niveau-là et un point M2 à ce niveau-là. Donc, si j'appelle O ici le centre du volant, hein, le moment vectoriel ici associé au couple, ça sera OM1 vectoriel F plus OM2 vectoriel, donc la force qui est ici. Et donc, lorsqu'on fait la somme de ces deux moments, hein, là on l'avait fait d'un point de vue scalaire, hein, on tombe sur l'expression qui est ici. Mais en fait, hein, il suffit simplement de faire eh bien, la somme vectorielle hein, des moments OM1 vectoriel F1 plus OM2 vectoriel F2 hein, et de regarder l'expression que l'on obtient. Alors parfois, hein, c'est assez facile à faire. Hein. Donc c'est le cas par exemple ici hein, sur les forces qui sont exercées par les mains ici sur le volant. Par contre, dans le cadre du couple de torsion, ben là, hein, vous ne pouvez pas le deviner, hein, ça dépend des caractéristiques du fil de torsion qui est mis en jeu. Ici, le couple il est en C fois θ, hein, mais ça, ce n'est pas vrai pour tous les couples de torsion. Hein, ça dépend du fil considéré, ça dépend hein, de l'angle qui est mis en jeu également. Hein, donc, ça dépend hein, de tout un tas de choses différentes. C'est pour ça qu'au départ, on vous donne hein, ici la valeur hein, de ce moment-là. Vous ne pouvez pas deviner la forme qu'il a. Hein, donc, le moment du couple, là, la plupart du temps, on vous le donne, sauf si on est dans un cas simple, là, où vous pouvez par vous-même le calculer facilement, hein, par exemple sur le cas ici du volant. Donc, pour le couple de torsion, il y a aussi deux forces comme ici. Alors, non, on peut pas vraiment dire ça parce que tapez hein, sur Google, hein, mettez couple de torsion, vous verrez que en fait, c'est un fil qui se tord en fait. Hein. Mais lorsqu'il se tord, il n'y a pas vraiment une force simple à exprimer, j'ai envie de dire. Hein. Donc, on n'a pas une formulation aussi simple en fait. Hein. Donc, non, on ne peut pas avoir une formulation aussi simple ici. D'accord, merci.
Alors, il me semble qu'il y avait Touraï là, qui avait une question. J'ai vu qu'il levait la main, mais il a disparu. Oui, en fait, moi, je pouvais juste revenir sur le portrait de phase parce que qu'on avait fait, parce que les 1, 2, 3, 4, il y a des indices, mais je comprends pas dans le cours. Enfin, juste un Dans peu le plus cours, bas. alors, Ouais, juste un peu plus bas, c'est le portrait de phase. ici, là? Ouais, enfin, je comprends pas. Ok. Alors, le portrait de phase, hein, donc on vient d'en reparler un petit peu là sur le pendule de torsion. C'est lié à la conservation en fait de l'énergie mécanique, hein, si vous regardez bien, puisque dans l'exercice que l'on a fait pour justifier le fait que le portrait de phase était fermé, hein, on a donc déterminé l'énergie mécanique, on a déterminé donc la constante grâce aux conditions initiales. Alors, on a regardé donc la forme en fait que l'on obtenait au niveau donc de la courbe, hein. Bien. Donc là, tout part de la formule qui se trouve à ce niveau-là. Alors, exprimé sous cette forme, ce n'est pas tout à fait donc l'énergie mécanique, hein, puisque vous remarquez qu'on a simplement un demi de phi point carré ici, hein, mais si je multiplie l'ensemble par le moment d'inertie, hein, cette relation-là, hein, c'est l'intégrale première du mouvement, en fin de compte. Hein, autrement dit, ça traduit la conservation de l'énergie mécanique. Ce n'est pas tout à fait des termes énergétiques, hein, mais on n'en est pas loin malgré tout. Bon. Donc là, hein, lorsque j'ai présenté ça dans le cours, hein, donc, je vous avais dit, ce portrait de phase, ici, on le tracera en TP, hein, sous Python. Hein. Bon, pour le coup, on va le tracer, hein, mais à voir quand, hein, peut-être pas tout de suite. Suivant la valeur de la constante que l'on prend, autrement dit des conditions initiales que l'on fournit donc à notre pendule, hein, et bien donc l'énergie va être différente et le type donc de courbe qui en résulte va être différente également. Donc qualitativement, on peut comprendre à peu près ce qui se passe. Votre pendule, hein, je vous rappelle, que ce soit un pendule simple ou un pendule pesant, en gros c'est une barre, hein. Donc imaginons que cette barre elle soit verticale au départ dans sa position d'équilibre, hein, et vous allez lui communiquer une vitesse initiale V0 à cette barre. Bon, ben, si hein, eh bien, on a donc une vitesse V0 qui n'est pas très grande, hein, eh bien, on va avoir en fait le mouvement qui va être oscillatoire. Donc, c'est les courbes qui sont notées 3 et 4. Alors, ouais, effectivement, ça, je n'avais pas vu sur le graphe. Il faut faire des flèches pour traduire les courbes 3 et 4, d'accord? Donc, la courbe 3, mouvement oscillatoire, hein, donc le 3, là, vous pouvez hop, la mener jusqu'au petit rond bleu hein, qui se trouve au niveau du centre. Et la courbe 4, vous pouvez la mener, par exemple, jusqu'à la trajectoire de phase violette qui se trouve à ce niveau-là. D'accord? Bien. Si la vitesse elle n'est pas très grande, hein, donc si on est à la limite dans l'approximation des petits angles, là, on a quasiment un oscillateur harmonique, hein, c'est la courbe 3 qui se trouve à ce niveau-là. Si par contre, on a une vitesse qui est un petit peu plus grande, hein, on n'a plus un oscillateur harmonique, hein, mais on a malgré tout un mouvement qui va être oscillatoire. C'est par exemple la courbe violette qui se trouve à ce niveau-là. Hein. Autrement dit, hein, on a notre système hein, qui va osciller. Si par contre, hein, eh bien, on est dans le cas limite qui se trouve à ce niveau-là. Là. Vous voyez, vous avez ici hein, une espèce donc, de point anguleux hein, au niveau qui est ici. Eh bien, donc, à ce moment-là, hein, on est dans le cas particulier où la constante hein, qui se trouve à ce niveau-là correspond à une valeur particulière que j'ai appelée C0, c'est ce qu'on appelle la séparatrice. Hein. Donc ça, c'est un cas limite. Hein. Donc toujours pareil, en physique, hein, ce n'est pas tellement ce cas limite qui nous intéresse, mais ce qu'on a avant, hein, à savoir le mouvement révolutif ou le mouvement oscillatoire. Donc oscillatoire, c'est le 4 et le 3. Le mouvement révolutif, hein, c'est les courbes 1 et 2. Hein. Donc vous pouvez renvoyer le 1 à ce niveau-là, et puis le 2 à ce niveau-là, ou à ce niveau-là, par exemple. Le tout, c'est d'être au-dessus de la courbe qui présente eh bien, donc, le point anguleux. Hein. Donc, dans cette configuration particulière, hein, ça revient à donner en fait une énergie qui est relativement grande à notre pendule, hein, de telle manière à ce que, en fait, il tourne complètement. Et comme c'est un système qui est conservatif, hein, donc je vous rappelle hein, qu'on est dans le cadre où il n'y a pas de frottement ici. Hein. À partir du moment où le pendule il va faire un tour, il va en faire une infinité puisqu'il ne va pas être amorti.
Et donc, les courbes 3 et 4, en gros, c'est les courbes fermées qui se trouvent à l'intérieur de la séparatrice, alors que les courbes 1 et 2, c'est celles qui sont à l'extérieur de la séparatrice. Ça va être le mouvement révolutif, autrement dit, le pendule il tourne. Ok, merci. Du coup, les courbes 1 et 2, c'est les courbes jaunes au-dessus. Enfin, les... Disons, c'est celles qui sont au-dessus ici. Alors, effectivement, je ne sais pas pourquoi les flèches n'apparaissent plus là. Mais disons, c'est une des 3 courbes qui sont ici. Alors après, que vous preniez celle-ci ou celle-ci, ça revient au même. Vous pouvez mettre celle-ci, par exemple, et puis Ok, merci. la verte ou la violette, ce qui revient à peu près au même. Bien. D'autres questions? Monsieur? Moi, c'était pour la toute. Vas-y, Valérie. Non, vas-y. Pour la toute dernière question, la 5. Ok. Alors, En fait, on je utilise. rechange de Oui, désolé. document. Hop. Donc là, normalement, ça a dû changer. Oui. Oui, c'est bon. Ouais. Pour avoir donc juste en dessous, c'était le moment barre plus surcharge égale 0. Ça, c'est parce que c'est à l'équilibre. Et ensuite, on décompose en toutes les sommes de moments. C'est Oui. lié du coup au cas d'un solide en rotation autour d'un axe fixe, avec d du moment du solide sur dt égale à la somme des moments, des forces extérieures, c'est ça? Oui, donc c'est égal à 0 en fait. Donc là, lorsqu'on s'intéresse à l'équilibre d'un objet, c'est vrai que souvent on traduit l'équilibre de cet objet comme somme des forces égale 0. Mais en fait, il y a une double égalité. Il y a somme des forces égale 0, mais il y a également la somme des moments qui est égale à 0, parce que quand on écrit masse fois accélération égale somme des forces, si on est à l'équilibre, l'accélération elle est nulle, donc la somme des forces est nulle. Mais on a effectivement en plus, après le théorème du moment cinétique, la dérivée du moment cinétique par rapport au temps qui est égale à la somme des moments. Donc si on est à l'équilibre, on a la vitesse qui est nulle et donc le moment cinétique qui est nul et donc la dérivée du moment cinétique qui est nulle également. Et donc quand on a un équilibre, on a la somme des forces égale 0 et la somme des moments qui est égale à 0 également. Donc, de manière classique, j'avais une petite résolution de problème à vous faire chercher là-dessus. Donc, ça, je vous la ferai passer dans un futur relativement proche également, où il faut traduire en fait la double égalité, à savoir la somme des forces, mais aussi la somme des moments égale 0. Lorsqu'on a un solide qui est à l'équilibre, on a ces deux équations en fait qui interviennent simultanément. D'accord, merci. Et monsieur, Oui. quand on dérive un moment d'inertie, il est toujours égal à 0 parce que le moment d'inertie, c'est une constante, ou alors on peut imaginer un moment d'inertie qui varie? Moment d'inertie, non, a priori. Donc, le moment d'inertie, lui, caractérise simplement la répartition de masse autour de l'axe de rotation. Disons, si le solide il est simplement en rotation autour du… Alors, disons, dans les cas simples qu'on a traités, nous, le moment d'inertie sera toujours constant. D'accord? Après, ce que vous avez sans doute fait en SI ou que vous allez faire, je ne sais pas, c'est que vous allez vous intéresser à des moments qui sont plus généraux pour un solide. Et donc, si le solide il pivote, par exemple, par rapport à l'axe de rotation, par exemple, là, on conçoit bien que la répartition de masse, elle va changer par rapport à l'axe de rotation. Donc, à la limite, on peut voir le moment d'inertie comme une grandeur qui va varier. D'accord? Bon, la seule chose, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on va s'y prendre. Donc, si on veut étudier un mouvement quelconque d'un solide, eh bien, on va décrire en fait le moment d'inertie par une matrice 3-3. Alors, matrice 3-3, pourquoi? Simplement parce qu'il y a 3 directions au niveau du repère d'espace, x, y, z. Et donc, on peut définir en fait une matrice à 9 coefficients. Ces 9 coefficients étant homogènes en fait à des moments d'inertie qui traduisent donc un mouvement particulier par rapport à une direction particulière. Et en fait,
lorsque on a un mouvement qui est tout ce qu'il y a de plus quelconque, à la limite, on peut voir ça comme un système de 9 équations à 9 inconnus liées justement à ces 9 degrés de liberté possibles. Donc, plutôt dire que le moment d'inertie, il varie. Ce qu'on introduit, c'est plutôt en fait une matrice d'inertie où on donne donc en fait des moments d'inertie par rapport à chaque degré de liberté possible. Et après, on utilise la linéarité en fait de l'équation différentielle pour étudier justement ces degrés de liberté de manière indépendamment les uns des autres. Mais là, on a basculé sur de la SI, on n'est plus du tout sur de la physique. Et même en SI, je pense que vous limiterez l'étude à des matrices d'inertie qui n'ont pas 9 composantes, mais qui en auront. Alors après, je ne veux pas dire de bêtises, mais en général, avec 3 composantes, c'est déjà pas mal en termes de degrés de liberté si vous étudiez 3 degrés de liberté différents. Ok, merci. D'autres questions? Non? Ok, donc voici pour t'aider donc, sur le moment cinétique. Donc, pour le coup, la petite évaluation là, sur le moment cinétique, elle se fera vendredi, puisque vous avez noté majoritairement pour vendredi.